Je sais que j'ai demandé à Marc et je lui ai dit voilà Marc, j'ai envie que, est-ce que tu peux m'écrire une histoire, j'ai envie de concilier deux passions. J'ai deux passions, la marine, le modélisme de marine, la lecture de marine, d'histoire de marine, et la BD. Et j'ai dit il faudrait que tu m'écrives une histoire avec des bateaux, mais pas trop dans l'époque pèlerin, parce que ça m'intéresse pas trop, qu'à moitié, plus tard, plus en début du 19e siècle. Après 1800, parce que moi c'était les bateaux qui m'intéressaient, c'est les bateaux que j'ai fait en maquette. J'avais fait 4 maquettes de bateaux bois enfin depuis que je fais du modélisme, j'ai fait 4 maquettes de bateaux bois. Et le dernier c'était une frégate américaine, l'USS Essex, qui a servi dans la guerre anglo-américaine de 1813. Donc du coup je lui ai dit il faudrait m'écrire une histoire où je puisse me servir de la maquette en même temps. Une histoire maritime dans cette époque-là. Et là, il me dit, bah écoute, il me dit, je suis en train de lire un bouquin de Jean-François Degnaud, qui s'appelle La Désirade, qui raconte l'histoire des frères Lafitte, qui sont des pirates bordelais, enfin des Bordelais qui avaient quitté Bordeaux au moment de la Révolution, parce qu'ils étaient de petite noblesse ou de grande bourgeoisie, on va dire. Ils n'avaient pas de titre de noble, mais visiblement c'était la grosse bourgeoisie de Bordeaux. Et donc ils avaient fui la Révolution et s'étaient retrouvés en Louisiane. Et ils ont monté une petite société de piraterie. Ça pour s'occuper. Et donc il m'a dit, bah, je suis en train de lire leur histoire, et il me dit, c'est un scénario de BD tout fait, quoi. Il n'y a plus qu'à l'adapter quasiment. Leur histoire c'est déjà un scénario, quoi. Leur vie c'est un scénario, comme souvent les gens comme ça, quoi. Et donc là, c'est là il a écrit un synopsis de quasi toute la série, là, même pas par cycle, toute l'histoire, quoi, pour me le proposer, puis je lui ai dit, bah bingo, c'est bon, quoi. Donc c'était l'histoire d'Artémis qui fuyait la France et qui se retrouvait hébergée par ces pirates en Louisiane, Artémis qui traîne un secret derrière elle. Et c'est comme ça qu'on a démarré. Alors lui, la seule inquiétude qu'il a eue, c'est qu'il m'a dit par contre, il m'a dit moi ça va aller pour tout ce qui est l'histoire, suivre l'histoire des frères Lafitte, les rapports entre les personnes, tout ça, quoi. Mais il m'a dit par contre pour tout ce qui est maritime et tout, bah, pas plus que ça, il s'était jamais plus documenté que ça, quoi. Donc là, moi, je lui ai dit, bah, écoute, de toute façon, tout ce qui est scène maritime purement, c'est-à-dire en matière de termes de navigation ou de termes techniques sur le bateau et tout, moi, je serai là pour prendre le relais et pour te dire si ça va pas et tout, quoi. Puis donc, lui, il a commencé aussi à lire les bouquins que j'avais lus, entre autres, plus d'autres, plus des que j'avais pas lus. Mais bon, les Patrick O'Brien, tout ça, toutes les histoires d'Alexander Kent et tout ça, et puis voilà, il a commencé à écrire, et puis ensuite, c'est vrai que pour tout ce qui est partie maritime, on fait un peu à deux mains. En fait, lui, il est... C'était important, justement, de laisser ces termes, justement, de navigation, pour le côté réaliste. Dès l'instant où on fait une BD réaliste, comme ça, sur la marine, on n'a pas le choix. Soit on prend le domaine marin comme un prétexte à faire une histoire, genre l'île au trésor, machin, ou le pirate des Caraïbes, où le bateau est plus un prétexte à faire une histoire un petit peu drôle, éventuellement aventureuse, mais sans trop suivre vraiment l'histoire véridique, parce qu'il faut savoir que des pirates comme ça, même les gens comme Barbe Noire, tout ça, on en parle, mais quand on se penche vraiment sur leur vie, il y a un monsieur qui s'appelle Lebrun qui a fait une anthologie, justement, un truc comme ça sur les pirates. Quand on regarde bien leur vie, c'était des gens qui avaient une vie très courte. Donc après, le truc... genre l'île aux pirates et tout ça, la tortue, tout ça, Tortuga, tout ça, c'est du romancé. On a l'impression qu'ils ont vécu, un mec, je crois qu'un gars comme Barbe Noire a vécu 6 mois. Enfin, il a fait 6 mois de piraterie avant de mourir, donc ils n'avaient pas long à vivre, hein, entre ceux qui leur couraient après, les machins, c'était pas des carrières très longues. Donc là, on peut s'éloigner un peu du côté maritime, mais quand on veut faire un truc plus historique, un peu comme Patrice Pellerin fait sur les Perriers ou trucs comme ça, on est obligé d'être plus rigoureux sur ce qui est bateau, termes de marine, navigation, terminologie, technologie du bateau. Donc là, on est obligé de faire appel à une documentation qui ne s'acquiert pas, je pense, en quelques mois. Il faut avoir déjà soit une passion au départ, soit y avoir vraiment, s'y être plongé dedans de façon approfondie. Moi, il y a beaucoup de trucs que j'ai appris au fur et à mesure que j'avançais mes maquettes. On a toujours l'impression de tout savoir et on découvre tout le temps. Enfin, dans le domaine du bateau et de la marine, comme ça, de la marine à voile, en tout cas du début du 19e siècle, on a toujours l'impression de tout savoir. Et puis, au fur et à mesure qu'on
on fait une autre lecture, on découvre un truc, on dit tiens, c'est quoi ça? Ah oui, enfin, on en découvre tout le temps. Encore là, récemment, je me suis acheté les bouquins de Baudrillot, et quand on relit les Baudrillot, on réapprend encore des trucs. Alors voilà, et ça demande une grosse rigueur scénaristique sur tout ce qui est maritime. Ouais. Et ensuite, donc, il y a le côté mer, mais tu passes aussi le premier cycle autour des bords de la Louisiane, donc changement de décor radical. Ouais. Là aussi, tu as dû te documenter, je veux dire, l'Égypte de cette époque-là. Non, après c'est une autre passion. Alors, on a plein de passions, enfin moi j'ai plein de passions. J'adore aussi tout ce qui est peinture orientaliste. Alors ça, je fais un truc, les peintres pompiers comme on dit, mais ouais, c'est des gars qui me bluffent. Et donc, au moment du second cycle, sans trop raconter sur l'histoire, Artémis est chargée d'une nouvelle mission. Au bout du premier cycle, on connaît son identité réelle, et elle est chargée d'une mission par un personnage important de la France. Et donc, au début, elle devait remplir cette mission-là en Louisiane. Enfin, il était question de la faire quand même toujours tourner en Louisiane avec les frères Lafitte et la piraterie. Puis là, c'est moi qui ai dit à Marc que ce serait bien de faire un petit truc un petit peu orientaliste. Et l'histoire, la mission, on peut la transférer. Alors, au début, Marc il m'a dit ouais, mais c'est un peu problématique quand même. Ça s'appelle Les Pirates de Barataria. On va foutre ça en Orient pendant 3 tomes. J'ai dit il y a toujours les pages de début. Et donc, les pages de début, les 3-4 pages de début, se passeront toujours en Louisiane. Et après, les trois autres albums se passeront, c'est vrai, en Orient. Mais par contre, la mission est complètement liée à l'histoire. Et à partir du 3e cycle, on retourne en Louisiane. Mais là, c'était plutôt un plaisir, un amusement graphique. Et puis, il y a un bateau aussi, c'est un peu égoïste, hein, des fois je me dis, pauvre Marc, il est obligé d'écrire en fonction de mes goûts. Et il y a aussi un bateau que j'adore au niveau de la coupe, c'est le Chebec ou les Tartanes. Et j'avais envie, dans nos histoires, depuis 3 tomes, on avait des affrontements entre des frégates, des corvettes, des briques. J'avais envie de mettre un peu de Chebec et de Tartane dans tout ça. Donc c'était le prétexte. Alors en plus, en allant en Orient, il y a quand même... on ne va pas éviter les poncifs, moi j'aime bien les poncifs quand c'est bien fait, donc il y aura tout ce qui englobe l'Orient, c'est-à-dire le côté des harems, le désert, les dromadaires, on va tout mettre, hein, on va y aller. Et puis il y a la navigation sur le Nil qui était une navigation assez spéciale, puisque c'est une navigation de rivière, il faut savoir que c'est pas la même que la navigation de mer. Donc voilà, alors c'est pour ça d'ailleurs souvent que... Le premier cycle était très maritime, on va dire, là il y aura une partie désert aussi importante quand même. Ouais, sur les 2 premiers tomes, il y a à peu près une vingtaine de pages, je vois la moitié de l'album qui se passe en désert, une vingtaine. Mais on essaye quand même de remettre nos affaires à l'eau, parce que c'est quand même une BD maritime au départ quand même. Donc c'est vrai que là, jusqu'à par exemple le tome 6, qui est le 2e tome du cycle orientaliste, on va avoir 23 planches dans le désert, et ensuite Artémis se retrouve embarqué sur un Chebec, et donc alors bon, en plus ce qui me faisait plaisir, le fait de naviguer sur le Nil, tout ça, c'est qu'on peut plus amener des gros bateaux, on est obligé d'amener des bateaux plus légers, donc c'est les Chebec ou les goélettes, ou alors si on veut des gros bateaux, il faut ce qu'on appelle les gabarres à l'époque, qui était une espèce de bateau... c'est assez peu connu les gabarres, c'était des bateaux à fond plat, avec une très large coque, mais qui étaient souvent des bateaux d'artillerie, et pas mal de canons dessus quand même. Mais il n'y en avait pas sur le Nil, hein. Ça naviguait sur la Seine, sur les gros fleuves. Et ce serait un sujet aussi hein, pour l'histoire, les emmener, ce serait bien aussi de faire une histoire avec les gabarres, pourquoi pas. Mais bon, là, voilà, on fait ce cycle orientaliste où il y a un peu de Chebec et tout, parce qu'on pouvait transférer l'histoire en Orient, il n'y avait pas de problème. En plus, il est question d'une histoire de diamants, tout ça, donc il n'y a aucun problème. Des diamants qui ont été volés à la couronne de France, donc ils pouvaient très bien se retrouver n'importe où, puisqu'on ne sait pas où ils ont été se retrouver. Et en plus, il y a encore des personnages intéressants, puisque du coup, en se documentant sur la période de l'Égypte à ce moment-là, on s'est aperçu que Métali s'était débarrassé des Mamelouks qui le gênaient à cette époque-là. C'est le gouverneur, en fait, Métali gouvernait l'Égypte plus ou moins sous l'emprise de la Turquie, de l'Empire ottoman. Donc il n'y avait plus trop d'anglais, plus trop de français, c'était pas trop bien vu. Et surtout, Napoléon avait renvoyé un personnage là-bas qui s'appelait Boutin, certainement avec la mission de préparer une reconquête de l'Égypte, dans le but de se préparer une base arrière, parce que Napoléon commençait à sentir qu'avec l'alliance anglo-prussienne, ça commençait à être un petit peu anglo-russo-prussienne, ça commençait à être un peu dangereux. Et bon, le sieur Boutin a disparu dans le désert d'Égypte et on ne sait pas ce qu'il est devenu, donc c'est obligatoirement un personnage qu'on peut reprendre facilement pour une BD et en faire ce qu'on veut. Et donc du coup, nous on en fait un gars qui aurait décidé
devenir un bey en Égypte dans un oasis qui s'appelle Siwa, c'est d'ailleurs le titre du tome 6, qui s'appelle Siwa, un espèce de bey un peu comme dans L'homme qui voulut être roi, voilà, un espèce de gars qui est devenu un peu fou, avec son harem, et avec un harem vraiment très caricature dans le genre, avec les filles très déshabillées, choses voilà, très, très populaires, l'imagerie qu'on peut avoir de l'orientalisme de cette époque-là. Même si j'ai été hyper étonné, parce que tout de même, moi je connaissais l'orientalisme de par les peintres, mais sans plus, je n'étais pas penché plus que ça sur l'époque. Et du coup, au moment de démarrer ce cycle-là, j'ai lu des livres sur l'orientalisme, sur les peintres, et j'ai quand même été étonné. Par exemple, moi je pensais que les harems, c'était un truc qui existait en 1700, en 1690, et je pensais qu'en 1810, il n'y en avait déjà plus. Au début du 19e, je pensais que ça n'existait plus, je pensais que la traite d'esclaves, femmes blanches, n'existait quasiment plus. En fait, j'étais étonné, en me documentant, de voir qu'au contraire, ça existait encore. Il y avait encore effectivement les harems avec des femmes blanches et de la traite qui se passait dans des villes plus du côté du Soudan et tout. Il y avait un gros marché et j'étais étonné que ça perdure, et je crois que ça a perduré jusqu'en 1880 et des broquilles, ce qui est assez fou. J'étais vraiment étonné, ça. Alors souvent des femmes albanaises, en fait, souvent des... Dans le cycle 1 et dans le second qui débute, il y a beaucoup de personnages à la fois principaux et secondaires. Est-ce que c'était difficile à gérer tout ça? Il n'y a pas tant de personnages que ça, il y a les deux espions qui la suivent partout. Oui, les secondaires surtout, ils sont... Après les secondaires, c'est le change de garde du corps, là, le capitaine François maintenant, qui est pareil, un personnage qui existait, puisque c'était un des dragons, enfin un ancien dragon, un grognard, un hussard, qui est devenu dromadaire du désert, parce que quand Napoléon a fait sa première campagne, il avait monté un escadron qui s'appelait Dromadaire du désert, qui était donc un escadron de guerriers aguerris, presque une troupe d'élite, je dirais, qui était monté sur les dromadaires, qui à l'époque, je crois, n'étaient pas des enfants de cœur, c'était un peu les escadrons qu'il utilisait quand il fallait vraiment taper fort. Et donc on se sert d'un gars qui était à l'époque sergent ou un truc comme ça, François, dans l'escadron, et qui dans notre histoire est devenu capitaine, puisque après il est resté au service de Napoléon jusqu'à la fin quasiment, ce dit François. Il y a 2-3 écrits sur lui qu'on peut trouver, mais pas facile à trouver les documents sur le capitaine François, le dromadaire du désert comme on disait. Et puis après c'est Métali, c'est le gouverneur de... Enfin, l'espèce de gouverneur de l'Égypte de l'époque, le roi, enfin je sais pas comment on appelle ça, le bey d'Égypte, voilà. Et puis qu'est-ce qu'il y a comme personnage secondaire après? Toujours après des anciens, soi-disant des anciens gens, des anciennes personnes que... On retrouve des personnes du cycle 1 qui reviennent. Ah ça c'est au début des tomes, on va toujours continuer à voir donc les frères Lafitte au début de chaque tome, et là on continue l'histoire réelle, c'est-à-dire qu'au début du tome 6 on a fait l'histoire des affiches, où le gouverneur Claiborne, qui gouvernait la province de la Louisiane à l'époque pour les États-Unis, qui était que 13 États à l'époque, avait fait une campagne d'affiches pour capturer le pirate Lafitte, qui l'embêtait à cette époque-là, et il a mis $500 sur la tête de Lafitte. Et Lafitte avait fait une campagne d'affiches en contrepartie, qu'il avait fait afficher dans les rues de la Nouvelle-Orléans, où lui il donnait $1000 pour la tête de Claiborne. Et ça c'est réel, ça a vraiment existé, à savoir qu'à l'époque, des frères Lafitte, la Louisiane était occupée à 60% par des Français en fait. Donc il avait une bonne cote, Lafitte, à la Nouvelle-Orléans. Et il a eu meilleure cote après encore lorsque finalement, parce qu'il a proposé pendant longtemps aux États-Unis de travailler pour eux, et les Américains ne voulaient pas, parce qu'ils le considéraient comme un contrebandier, un pirate, voilà. Et finalement, sa contrebande a permis d'alimenter quand même la Nouvelle-Orléans pendant longtemps, pendant le blocus des Anglais de la Nouvelle-Orléans. Il y a eu un siège. Et le troisième cycle parlera du siège de la Nouvelle-Orléans avec le blocus. Et justement, c'est Lafitte qui a alimenté quand même la Nouvelle-Orléans pendant pas mal de temps et qui a aidé les Américains à se débarrasser de ce blocus et de ce siège. Il a participé au combat avec ses bateaux. Parce qu'à l'époque, Jean Lafitte, il avait 5000 hommes sous leur ordre. Et pas combien de bateaux, mais 5000 hommes, ça fait pas mal de bateaux, parce qu'à l'époque, sur une frégate, on emmenait 300-350 hommes. Je suppose que Jean Lafitte n'avait pas de bateaux, ce qu'on appelait des doubles ponts ou des triples ponts, ça m'étonnerait. Donc je pense que ses plus gros bateaux, ça devait être des frégates. Je crois même il me semble que la Diligence, son bateau principal, c'était pas une frégate, je crois que c'était qu'une corvette ou quelque chose comme ça. Donc ça veut dire qu'il avait quand même pas mal de bateaux, quoi,
pour pouvoir mettre 5000 personnes dessus. Il y a un des aspects qui m'intéresse particulièrement, c'est quand justement la petite histoire, donc celle d'Artémis, on va dire, peut influencer la grande histoire, celle des champs de bataille en Europe. C'est un aspect que... Bah ça après c'est... Je sais pas s'il y a l'influence, on se sert de la grande histoire et nous on l'intègre dans la grande histoire. On fait croire que ce serait elle qui aurait fait ça. Bon, c'est vrai que dans le 3e cycle, les frères Lafitte vont travailler pour les Américains contre les Anglais. Alors nous on va faire croire que c'est grâce à Artémis, c'est grâce à Napoléon pour affaiblir les Anglais, que les frères Lafitte ont pris les armes contre les Anglais et pour les Américains. Ce qui, dans la vraie histoire, je pense pas. Je pense que les frères Lafitte ont fait ça uniquement par la pas du gain, parce que la différence entre un pirate et un corsaire, finalement, elle est où? C'est que les frères Lafitte, quand ils travaillaient pour eux, ils étaient pirates, et quand ils étaient corsaires, ils travaillaient pour les États-Unis. Mais finalement, entre un corsaire et un pirate, la différence, nada. Le corsaire, il récupérait tout ce qu'il pillait, c'était pour lui. C'était pas, il ne redonnait pas après aux Américains. Sauf que, voilà, ils étaient corsaires parce qu'ils avaient une lettre de course et ils travaillaient pour quelqu'un, pour un État. Donc ils n'étaient pas poursuivis par cet État-là, ils étaient poursuivis par les autres. Voilà, c'est tout. Alors qu'un pirate était poursuivi par tous les États. Voilà, c'est tout. C'était la seule différence pour moi entre un corsaire et un pirate. Le fait qu'il y ait un rythme rapide dans la production des albums, est-ce que c'est quelque chose de ta méthode de travail? Bon, en 3 ans, ça fait 5 volumes, ouais. 5 volumes, ce qui est pas mal. Ouais, c'est parce que moi je mets en moyenne 8-10 mois pour faire un album. Donc automatiquement, au bout d'un an, quand il y en a un qui sort par an, je prends de l'avance. Donc il y a une année où il y a 2 tomes dans l'année. Alors souvent, ils sont rarement côte à côte. Ça veut dire qu'il y en a un en février et puis l'autre en novembre ou en décembre. Parce qu'à force de faire comme je mets 10 mois à peu près, bah à force de gagner 2 mois tous les ans, et ben, au bout de 3 ans, j'ai gagné 6 mois. Et des fois, ça fait que 2 albums basculent dans la même année. Mais en règle générale, je mets 8-10 mois. Pourquoi? Parce que je fais rien à côté d'autre. J'ai fait quelques illustrations pour la galerie d'Ayen pour l'exposition, en plus des travaux que j'ai fournis, qui sont mes études ou mes planches. J'ai fait une paire d'illustrations dans le temps qui m'est imparti. C'est-à-dire que souvent, entre 2 albums, on a un mois de battement. De temps que le scénariste réécrive quand même pas mal de pages pour pouvoir démarrer l'autre, comme il est quand même pas mal pris. Donc là, dans ce mois de battement, je fais des illustrations, des études, pour pas perdre de temps. Donc c'est soit des illustrations sur les bateaux pour se documenter, c'est-à-dire que j'ai fait pas mal de Chebec, comme je savais que le cycle oriental allait faire intervenir des Chebec, je m'entraînais à dessiner des Chebec, à faire des illustrations à base de Chebec. Et donc comme je fais que cet album-là, automatiquement j'ai pas trop envie de faire 2 albums en même temps, parce qu'automatiquement après ça va passer l'album à 1 an et demi ou 2 ans. Et comme lecteur, moi, de BD, parce que je suis aussi lecteur de BD, j'aime pas attendre. Il y a des séries que j'ai attendues, enfin que j'ai arrêtées parce que justement il y avait trop de temps entre les 2 albums. Et donc du coup, j'ai pas envie de relire tout parce qu'il y a eu 3 ans entre les 2 albums. Donc comme j'ai pas envie de faire subir à mes lecteurs ce que certains me font subir en tant que lecteur, voilà, je me dis, je me mets à leur place, quoi. Je pense qu'ils ont envie d'avoir la suite assez rapidement. Donc sans me forcer, sans aller plus vite que mon rythme, je vais à mon rythme. Et ça donne un album tous les 10 mois à peu près, quoi. Et pour finir, maintenant, la dernière petite question. L'expo à la galerie, justement, c'est important, l'approche thématique, d'avoir 2 auteurs qui travaillent sur la marine. Ouais, je pense que 2 auteurs, c'est pas mal dicté aussi, parce que moi au début, Daniel, quand il est venu me voir pour me dire on fait une expo, il m'a dit il faut 60 dessins. 60, et j'en revenais pas, quoi. J'ai dit non, une si grande galerie, t'as une si grande galerie, il y a 60 cadres, il m'a dit 60 cadres. Alors là, je lui ai dit écoute, moi 60 cadres, il va falloir. Parce que quand je dis je fais une pause d'1 mois entre deux bandes dessinées, en 1 mois, des illustrations comme il y a d'exposées en ce moment à la galerie, j'en fais 5, 6 maxi. Donc 60, ça veut dire 10 mois, donc ça veut dire 10 ans. Si je fais des pauses que. Donc je lui ai dit, c'est pas possible, je lui ai dit franchement, je pourrais pas te fournir pour remplir la salle d'expo complète. Donc c'est lui qui m'a dit, bon bah on fera avec un autre dessinateur, quoi. Après il fallait attendre l'opportunité, le 2e dessinateur, essayer quand même que les thèmes soient conjoints. C'est vrai que ça aurait été bête de me mettre en face d'un gars qui faisait que des histoires de dragons, par exemple. Donc là il a trouvé un dessinateur qui se débrouille très bien, qui fait de la marine. Donc d'ailleurs je trouve que l'affiche a été super bien réussie. Je trouve qu'elle, je sais pas qu'est-ce qu'a fait l'affiche, mais je trouve qu'elle coule bien sur. Enfin, la jonction des 2, et tout le monde me l'a dit. Hein, ça se répond. Tout le monde m'a dit l'affiche est super réussie, et voilà. Bon,
Voilà, c'est juste surtout parce que je ne pourrais pas fournir 60 dessins, c'était pas possible, quoi. Et encore, j'en ai fourni qu'une vingtaine, parce que après il y a aussi les planches, et c'est quand même près de 2 ans, c'est au moins plus de 2 ans que Daniel Maguen va parler de l'expo. Voilà. Mais pas mal, je te remercie. Mais de rien.